Une des choses qu'on a observées, c'est que le fait d'avoir déjà croisé des sociopathes ou des pervers dans sa vie, dans le milieu professionnel ou privé, euh, a été un grand atout pour ceux qui ont vu tout de suite dans quoi on était embarqué. Alors que les gens qui n'ont pas vécu ou conscientisé cette expérience se sont dit, mais je peux pas croire que nos gouvernements nous veuillent du mal, je peux pas croire que mon médecin m'impose une expérimentation risquée. C'est pas possible, c'est pas crédible, vous voyez. Alors que quand on sait que ce genre de phénomène existe et qu'on sait les décoder, à ce moment-là, on a d'emblée une immunité par rapport à eux. Salut les rebelles! Merci d'être avec nous sur Nexus, un des magazines les plus libres du monde, et on est avec Jean-Dominique Michel, une tête bien connue des rebelles de France, du Canada, de Suisse, anthropologue de la santé, et qui a écrit un article dans le tout dernier Nexus Résister, que vous pouvez trouver en kiosque, même en Belgique, en Suisse, vous pouvez le commander ou l'avoir depuis nexus.fr. Bonjour Jean-Dominique Michel, je vous donne la parole très rapidement. On va faire un entretien pour parler peut-être des stratégies de pouvoir dans l'histoire des gouvernements, des dirigeants. J'aimerais savoir si c'est un problème nouveau, ce que l'on vit aujourd'hui, ou si ça vient de plus loin dans le passé. Voilà. Et alors, tout d'abord, il faut dire que vous avez sorti très récemment La fabrication d'un désastre. Pourquoi c'était important pour vous de sortir ce livre cette année ? Parce que j'en avais produit 2 autres très rapidement dès le mois de mai 2020 sur ce qu'il y avait à comprendre, en contraste bien sûr avec le discours officiel qui racontait littéralement n'importe quoi. On le sait aujourd'hui, cela a été confirmé de multiples manières, mais on pouvait déjà le savoir à l'époque. Et puis un second paru il y a une année qui faisait l'inventaire de tout ce qui avait été faux et avec un motif très intéressant qui est que tout a systématiquement été faux. C'est pas qu'il y a eu certaines erreurs à certains endroits, c'est qu'on a fait l'exact inverse de ce qu'on sait devoir faire, qui se résume, vous le savez, dans 2 grands principes de gestion des épidémies respiratoires. On laisse la société vivre le plus normalement possible. Est-ce ce que nous avons vécu? Et puis on laisse les médecins soigner avec les moyens du bord, c'est-à-dire les remèdes disponibles. Est-ce que c'est ce que nous avons vécu? Mais à partir de là, on voit qu'effectivement, tout a été fait non seulement à l'inverse du bon sens, mais à l'inverse de tout ce qu'on savait devoir faire selon les plans pandémie. Et donc la question se posait, quelle est l'origine de cette systématicité des réponses fausses? On pouvait même envisager un espèce d'emballement systémique. Ils ont commencé par faire n'importe quoi, puis comme aujourd'hui, il y a une incapacité totale de la classe dirigeante de reconnaître ses erreurs, ils se sont enfoncés de plus en plus. Mais ce qu'on a vu apparaître à l'inverse, au cours de l'enquête que j'ai réalisée, et moi je ne fais que colliger ce que produisent les chercheurs, les scientifiques et les journalistes d'investigation. Vous voyez, moi, mon travail, c'est un travail de synthèse. Eh bien, au contraire, on a pu retracer le fait que cela faisait 20 ans que l'État profond, c'est-à-dire les officines militaires et de renseignement américaines et de l'OTAN, travaillaient soigneusement à préparer une opération de manipulation psychologique de grande ampleur, qu'il y a eu des répétitions générales et en particulier ce changement de doctrine, c'est-à-dire remplacer les bonnes réponses par des réponses absurdes et totalitaires, mais avec également toute une intention en ce sens, et dans le cadre d'un motif que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui de cacher en pleine lumière. Les gens qui magouillent ou qui participent à des systèmes de corruption, en général, veulent que cela ne se sache pas, donc ils le cachent. Ici, on a eu recours encore à un autre stratagème, mais vous l'avez suggéré, qui n'est pas novateur si on regarde avec des référentiels historiques, qui est de nommer explicitement ce qu'ils avaient en tête. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Désormais, des puissants se substitueront au gouvernement parce qu'ils savent mieux que les populations ce qui est bon pour elles. Enfin, tout ça est dit ouvertement par les principaux acteurs de la dérive, mais avec un système de censure et de répression, notamment médiatique, qui fait que, à l'exception de Nexus et de quelques autres vaillants titres de presse, il est interdit d'en parler. Donc non, tout ça est effectivement une monstrueuse opération de manipulation et qui utilise toutes les ficelles qui ont été utilisées à travers l'histoire et qui ont même été formalisées sur le plan théorique par des penseurs à partir de la fin du 19e. Enfin, on a tous les références en tête, de Gustave Le Bon à Édouard Bernays, et puis après, tous ceux qui ont encore raffiné la chose à travers notamment les dérives nazies et soviétiques, qui ont été vraiment des très très grands industriels de la manipulation psychologique. Et donc, alors on l'a évoqué dans l'introduction, justement, si on regarde dans l'histoire est-ce que
dès les premières civilisations, dès les premiers empires, la population ne fait pas face à des manipulations de ses dirigeants. Comment est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, quel est votre regard sur l'évolution finalement de la domination des populations par leurs dirigeants? Est-ce que c'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui? Alors, c'est une question passionnante parce qu'elle a beaucoup de facettes. Elle a des facettes anthropologiques, sociologiques, idéologiques. En ce qui me concerne, peut-être celle qui me parle le plus et qu'il est peut-être le plus important de rappeler, c'est qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a 4% de la population constituée de personnes que l'on qualifie de psychopathes, de sociopathes ou de pervers. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun scrupule, aucune culpabilité, qui sont assoiffés de pouvoir et qui sont prêts à écraser tout le monde pour obtenir le plus de pouvoir et de richesse. Ça, aujourd'hui, sur le plan de la psychopathologie, c'est bien établi. Et on peut même quantifier le volume de ces personnes au sein de la population. Et une des lectures possibles, c'est effectivement de voir que depuis l'émergence des sociétés complexes, ça n'était évidemment pas le cas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ancestrales, où au contraire, il y avait tout un ensemble de mécanismes de régulation pour qu'il n'y ait pas de captation du pouvoir par certains individus. Pour vous donner un exemple très, très charmant, dans certaines tribus amérindiennes, il était prescrit que les meilleurs chasseurs soit l'objet de moqueries de la part de la tribu pour les empêcher de choper la grosse tête. C'est Et intéressant. donc, il y avait un paradoxe un peu macronien, où d'un côté, c'est toujours un peu humiliant de se faire ridiculiser par le groupe, mais en même temps, comme c'était la preuve de votre statut, puisque cela ne visait que les chasseurs d'exception, enfin, vous voyez, vous aviez toutes sortes de mécanismes de régulation, alors qu'avec l'émergence des sociétés complexes et a fortiori industrielles, ça veut dire que les leviers de pouvoir peuvent être pris en otage par des profils particulièrement graves. Et au fond, c'est la lecture que je proposerais. De nouveau, 96% de la population ne demande pas mieux que de vivre en bonne intelligence, dans le respect et la tolérance mutuelle, de se retrouver autour de valeurs fondamentales et de règles de vivre ensemble en société. Par contre, il y a toujours ces gens assoiffés de pouvoir et de domination qui parviennent encore et encore à se hisser aux commandes de nos sociétés, et puis par le jeu de beaucoup de complicité et de lâcheté, donc il y a à la fois de la corruption, mais aussi ce conformisme terrible qui règne, et on l'a bien vu dans le domaine de la pensée et de la presse, tous ceux qui ont osé s'exprimer contre la dérive absurde en cours se sont fait matraquer ou ont eu droit à des campagnes de harcèlement et d'assassinat de réputation, et après tous ceux qui ont quelque chose à perdre dans l'aventure, évidemment, vont être tentés de se tenir quoi. Donc, pour moi, c'est un cas d'école et mon espérance serait même que ça soit une forme d'expérience pédagogique à grande échelle. Parce que une des choses qu'on a observées, c'est que le fait d'avoir déjà croisé des sociopathes ou des pervers dans sa vie, dans le milieu professionnel ou privé, euh, a été un grand atout pour ceux qui ont vu tout de suite dans quoi on était embarqué. Alors que les gens qui n'ont pas vécu ou conscientisé cette expérience se sont dit, mais je peux pas croire que nos gouvernements nous veuillent du mal, je peux pas croire que mon médecin m'impose une expérimentation risquée. C'est pas possible, c'est pas crédible, vous voyez. Alors que quand on sait que ce genre de phénomène existe et qu'on sait les décoder, à ce moment-là, on a d'emblée une immunité par rapport à eux. Et comme la seule manière de gagner une immunité, c'est d'avoir vécu une expérience douloureuse, mon espérance, c'est que nous soyons en train de vivre une expérience douloureuse à l'échelle de nos sociétés, et qu'une fois que les gens s'éveilleront à la réalité de ce qu'ils ont gobé, mais aussi de ce qu'on est parvenu à leur faire croire, que cela dépose des ferments de conscience pour empêcher la répétition. Je terminerai ma réponse un peu longue, je m'en excuse, avec cette perspective. En tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est aussi le devenir de notre espèce, qui est très singulier, parce qu'aucune autre espèce sur Terre n'est parvenue à développer des pouvoirs technologiques, des pouvoirs idéologiques, cognitifs, scientifiques. Et donc, nous avons aujourd'hui un pouvoir sur la nature, mais aussi sur notre propre espèce. On peut aller trafiquer son génome, on peut générer un holocauste nucléaire. Et on voit que l'histoire n'est qu'une succession de répétitions du même et du pire. Et qu'à chaque fois, dans l'après-coup, on dit plus jamais ça. Oui, sauf que ça se reproduit encore et à nouveau cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui empêcherait vraiment une répétition du pire? C'est le fait que la conscience collective est suffisamment mûrie. Donc, il se peut que ça soit une crise d'évolution de notre humanité.
Mais il se peut aussi que nous ne parvenions pas à franchir ce cap et que nous nous dirigions vers une société dystopique, orwellienne, totalitaire. C'est un risque qui malheureusement existe. C'est très intéressant, ce que vous venez de rappeler et quand vous parliez que, les gens avaient encore, parfois confiance notamment dans leurs médecins, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les gens n'ont pas confiance dans les médias, n'ont pas confiance dans le gouvernement, enfin dans les Mmh. gouvernements, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, mais par contre ont toujours, une forme de confiance dans les directions sanitaires, parce que c'est quelque chose, qui ne leur a pas encore prouvé assez de causes de méfiance, d'une certaine manière, on dirait dans l'histoire. Ça dépend pour quel pays, parce que par exemple aux Antilles, on va vous dire: «Bon, bah, non». C'est à l'époque où quel était le grand scandale, en Guadeloupe et Martinique, c'était avec, j'ai oublié, mais un pesticide, dans les années 90 où Oui. effectivement, depuis, ils ont perdu, confiance là-dedans et ce qui est intéressant, c'est pareil, les gens n'ont pas encore perdu assez confiance dans les lobbies de ces grandes entreprises qui, finalement, prennent le pouvoir sur l'OMS, à coups de milliards, prennent le pouvoir sur même les élus, locaux, de certains pays. C'est quand on pense à Emmanuel Macron ou, même des plus petits, chefs de parti même qui pourraient représenter, comment dire? Une opposition comme Mélenchon ou Bardella, sont extrêmement infimes à l'échelle mondiale finalement. Ce sont des petits pions à l'échelle mondiale et qui peuvent être achetés à coups de milliards par certains élus. Et ça, finalement, il y a encore cette confiance-là dans une grande partie de la population, que ce soit au Canada, en Belgique, en France, selon les pays, quoi. Oui, et c'est très instrumentalisé. Donc, il y a évidemment une part d'agnotologie, création de l'ignorance. Donc, par exemple, quand moi-même et d'autres, mais je crois avoir été le premier à le faire connaître, parce que ça faisait 15 ans que je rassemblais de la matière sur ce sujet, donc évidemment que j'étais très bien outillé en termes documentaires, mais quand je rappelais, par exemple, les condamnations qu'ont subies Pfizer et d'autres pharma pour un ensemble de crimes et de délits qui incluent la falsification des données, la corruption, l'homicide involontaire ou par négligence, ou bah oui, les gens tombent un peu des nues, mais on voit qu'il y a eu un cordon sanitaire, pour utiliser une métaphore évidemment un peu ironique, qui a été établi dans la tête des gens, c'est-à-dire que, ignorant ces données fondamentales du problème, ils ne peuvent pas avoir un présupposé critique, surtout quand il y a eu une criminalisation de la pensée divergente, comme ça a été le cas depuis le début. La première tribune de Rudi Reichstadt, donc le pantin qui est à la tête de Conspiracy Watch, contre Didier Raoult et l'IHU, c'est, si mes souvenirs sont exacts, le 15 mars 2020, en disant l'IHU sombre dans le complotisme. Et tout ça, de nouveau, ce sont des stratégies délibérées, rodées, répétées. Il faut savoir que dans ces répétitions générales de pandémie à échelle mondiale, dont la dernière a eu lieu en octobre 2019, donc on était à bout touchant, il y a eu dans un premier temps cette préoccupation: comment substituer aux bonnes réponses en santé publique le verrouillage de la société et le fait que les gens acceptent de se laisser enfermer. Et puis dans un deuxième temps, ça a été l'emphase sur toute la période 2010-2020, comment neutraliser tous les experts compétents qui seraient tentés de rappeler que ce n'est pas comme ça qu'il convient de procéder. Et donc, cette industrie de la censure, ce complexe industriel de la censure, mais aussi du harcèlement, de la destruction de réputation, a été organisé avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars à l'appui pour faire en sorte que ces voix soient d'emblée neutralisées, et puis que la population, vous observerez en termes d'ingénierie sociale, c'est assez remarquable, soit mise dans cette fameuse situation qu'Hannah Arendt avait fort bien décrit au demeurant, qui est qu'il y a tellement de controverses et d'avis contradictoires qui sont exprimés, d'où notamment la production, là encore, industrielle de fausses sciences pendant la pandémie. Le nombre d'articles falsifiés, frauduleux, dont les études Pfizer, dont on a montré avec Alexandra Orion-Caude et d'autres chercheurs, qu'elles sont frauduleuses. C'est qu'on va chercher dans les annexes, on trouve des données qui viennent contredire l'analyse qui est brandie en résumé. Donc, je veux dire, il y a un trucage des données, mais après, ça veut dire que le commun des mortels, il entend quoi? Il entend que Raoult dit qu'il y a un traitement. Bon, a priori, pourquoi pas? Puis Raoult, il est assez... il donne plutôt envie d'adhérer à ces idées, mais le gouvernement dit pas du tout, puis la science dit qu'au contraire, l'hydroxychloroquine, c'est dangereux, puis il y a un consensus dans toute l'Europe, et en fait, le résultat final, ça n'est pas forcément que les gens adhèrent aux narrations du gouvernement, mais c'est que cela devient trop compliqué à penser, et donc que les gens démissionnent de l'intention de chercher à comprendre par eux-mêmes. Vous voyez, ils n'ont plus les clés de lecture, il y a trop de bruit, ils se sentent pas compétents, donc, in fine, ils s'en remettent au gouvernement.
et aux sociétés médicales. Et le fait que ce coup d'État planétaire en cours, parce que ça en est un, c'est une autre chose que je montre dans le livre, passe par le biais du sanitaire n'est pas étonnant. Parce que quand vous faites croire aux gens qui sont en danger de mort, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Et puis, la pandémie, qui était fictive en l'occurrence, hein, si on n'avait pas changé les définitions, ça aurait même pas été une pandémie, mais à l'immense avantage que l'ennemi est invisible. Donc si je vous dis maintenant, mais attention, là, à côté de vous, il y a quelque chose qui peut vous tuer, et puis que je le fais avec toute l'autorité du médecin ou de la société médicale ou de l'agence de santé, vous allez entrer en terreur et puis vous en remettre corps et âme à celui qui vous a informé de la réalité du danger, parce que vous n'êtes pas capable, même visuellement, de l'identifier. Et donc là, on a eu une ligature de la manipulation qui a été somptueuse, mais qui, de nouveau, a été préparée depuis des années et des années. On nous a annoncé une pandémie. Souvenez-vous comment Fauci, même au début du premier mandat de Trump, a osé dire, je vous garantis que pendant cette présidence, il y aura une pandémie mondiale. Enfin, c'est à hurler de rire. Parce qu'on sait que le risque existe, qu'il y en ait tôt ou tard, dans 1 an, dans un siècle, dans 150 ans, mais dire de manière péremptoire, je vous assure qu'il y en aura une dans les 4 ans qui viennent, bah, il faut être sacrément sûr de son coup, mais on sait à nouveau les psychopathes à qui nous avons affaire. Et alors, pour terminer, parce qu'on doit on n'aura pas beaucoup de temps pour cet entretien, mais c'est passionnant à peut-être à continuer dans le futur. Juste, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de comment les sociétés amérindiennes, justement, étaient organisées pour rabaisser d'une certaine manière, peut-être gentiment ou plus ou moins gentiment, ceux qui réussissaient le mieux. Et finalement, c'était peut-être pour entretenir, on peut se dire, une forme d'égalité dans la société pour que les gens avancent ensemble. Aujourd'hui, comment est-ce que si on regarde la société, nous, aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse où vous êtes, par exemple, en France, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a, au contraire, on rabaisse ceux qui s'en sortent, on va dire, le moins bien, les classes les plus paupérisées à travers le temps. Moi, pour aller sur le terrain et donner la parole en tant que journaliste à tout type de travailleurs, je vois que les gens ne se sentent pas légitimes à parler. Ils disent, mais pourquoi moi je parlerai? Je suis qu'un petit agriculteur, un ouvrier. Pourquoi est-ce que on m'a jamais donné la parole en 40 ans, en 50 ans, en 60 ans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je serais légitime à parler? Parce que vous l'avez toujours été, et souvent ce sont les gens qui sont le plus intéressants à écouter, et les gens qui parlent dans les médias ne sont pas toujours les plus intéressants. Est-ce que redonner, alors je ne sais pas quelle est la bonne question là-dessus, là on réfléchit ensemble, c'est intéressant, mais est-ce que finalement se dire de commencer à redonner confiance aux populations en parlant, en imaginant que le peuple est la fraction de population sur laquelle le pouvoir s'exerce, est-ce que redonner confiance à cette partie de la population pourrait être une première manière d'aller vers des sociétés plus libres ou indépendantes? Ou alors, finalement, en tant qu'anthropologue, quelle est votre vision? Enfin, vous regardez plus le passé que le futur, mais voilà. Vers quoi est-ce que la population peut tendre? Oui, oui, merci de le dire et je l'espère de tout cœur. Pour la raison suivante, c'est qu'on voit qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une confiscation du pouvoir par une caste médiatico-politique qui est profondément arrogante, stupide, et sans scrupules, c'est-à-dire ne se comporte sans dignité. Parce que quel est l'intérêt des scrupules et de la culpabilité? C'est d'avoir une espèce de boussole intérieure qui nous préserve de faire n'importe quoi. On aurait tous éventuellement envie de piquer la voiture du voisin ou d'avoir un salaire correspondant à ce que touche le directeur de là où on bosse, mais on va pas les capter de manière indue parce que on sait que on est tous soumis à certaines règles et qu'il est bien de s'y tenir, et que si je veux pas qu'on me pique ma bagnole, c'est peut-être bien de pas piquer la bagnole de l'autre. Je le résume à l'essentiel, mais c'est quand même cette espèce de bon sens, ce qu'en termes plus soutenus, on pourrait appeler l'habitus, selon l'expression de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs qui tiennent une société ensemble et autour desquelles nous pouvons nous rassembler. Ne fais pas autrui ce que vous ne voudrez pas qu'on te fasse. Et là, on a une caste qui est totalement exonérée de ça, qui n'en a rien à fiche, mais qui en plus déteste le peuple. Alors on dit que très rapidement, on brandit l'accusation de populisme pour ceux qui, comme vous, essayent de rappeler qu'il y a une sagesse populaire. Mais en fait, la caste au pouvoir est aujourd'hui démophobe. Elle n'aime pas le peuple, elle se méfie du peuple, elle se tient à l'écart du peuple parce qu'elle sent bien qu'elle est profondément illégitime. Et ce qu'il y a de passionnant dans l'époque actuelle, c'est, comme vous l'avez souligné, les gens les plus éduqués sont ceux qui ont été le plus à risque de tomber dans l'absurdité totale dans laquelle nous sommes.
C'est-à-dire que les gens les plus éduqués sur le plan intellectuel, les plus rationnels en apparence, ont été les plus délirants, les plus divagants et les plus capables de piétiner un principe de réalité élémentaire et le bon sens qui devrait quand même présider à nos démarches de connaissance intellectuelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. La première, je me suis formé dans la mouvance de Michel Maffezoli, Gilbert Durand, Gaston Bachelard, donc des gens très attachés à l'importance de l'imaginaire et de la sensibilité. Et on voit effectivement qu'il y a une forme de rationalisme qui, quand il se coupe du bon sens et de la sensibilité, devient mortifère, devient morbide. Et je dirais que les grands systèmes totalitaires industriels en sont l'exemple. Ça a l'air rationnel en apparence, mais c'est complètement délirant parce que ça a évacué cette part de sensibilité. Et à cela, Maffezoli a opposé le concept de rationalité sensible, c'est-à-dire une connaissance qui soit enracinée, qui soit en lien avec la vie de tous les jours, avec le corps, avec les relations que les personnes tissent entre elles. Et là, tous ces gens qui se définissent eux-mêmes comme des gens simples, des petites gens, moi, malgré tout, ça me consterne un peu quand j'entends ça, parce qu'il n'y a pas de petites gens. Personne en France n'est plus petit qu'Emmanuel Macron. Non, mais quand même, il s'agit de le rappeler. Mais ces gens-là, au contraire, sont restés dépositaires d'une sagesse populaire. Et ça, c'est passionnant pour la suite. Moi-même, j'ai évidemment une formation universitaire. J'ai souvent été invité à enseigner, même si je n'ai pas inscrit mon activité dans l'université. Donc, j'ai du respect pour la pensée et la démarche de connaissance. Mais toutefois, le monde universitaire aujourd'hui est en plein effondrement. Il a basculé dans cette rationalité morbide. Et ce qui va être intéressant dans l'après-coup, si on s'en sort, ça sera de faire l'inventaire de ce qui s'est passé et de comprendre que les gens plus simples, moins éduqués, ont beaucoup mieux compris ce qu'il y avait à comprendre que les experts qui viennent plastronner sur les plateaux, ça c'est une chose, mais qui en plus touchent des salaires monstrueusement élevés auprès de la collectivité pour dire des conneries. Et là, ça pose quand même un double problème. Déjà parce qu'ils trahissent leur mandat d'intelligence auquel ils devraient se consacrer, mais aussi parce que les conneries qu'ils ont cautionnées ont généré des dégâts monstrueux, et notamment en saccageant la classe moyenne, en ruinant l'économie réelle. Un autre paramètre de la dérive, c'est que c'est une captation de richesse de la part des super riches. Il y a eu un transfert de richesse aux États-Unis de près de 4 000 milliards de dollars. Et on voit en France aujourd'hui que le nombre de faillites explose. Et ce sont des faillites de petites et moyennes entreprises, d'artisans, d'auto-entrepreneurs, de restaurateurs, de commerçants, des gens qui font la vraie économie de nos sociétés. Les agriculteurs sont dans une situation dramatique pour nombre d'entre eux. Et donc, il y a un siphonnage par les oligarques qui sont aux commandes de la richesse collective, et puis avec un dénigrement de tous ceux qui sont suffisamment sains encore à l'intérieur, fussent-ils peu éduqués. Et en ce qui me concerne, c'est très prometteur pour la suite, parce que en réalité, ça plaide pour la diversité des intelligences. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de ces savoirs relevant de la sagesse populaire et du bon sens dans les universités, plutôt que des gens qui vivent uniquement dans leur tête. Bon, les universitaires, dans le passé, en France notamment, ont beaucoup cautionné Staline et Mao. Donc, ça donne quand même quelques renseignements sur l'humanité, la capacité d'humanité de cette caste. Et là, on se retrouve dans le même motif, c'est que nous avons des systèmes sociaux, au sens large, au sens anthropologique du terme, qui favorisent systématiquement les psychopathes et les pervers dans le fait d'accéder aux positions dirigeantes. Donc, il y a une politisation de la science, de la connaissance, de la médecine et de tout le reste, et ce sont des profils sans foi ni loi qui parviennent à... Enfin, on sait, hein, dans les directions de Sciences Po et d'autres, mais le nombre de salopards qui ont pu arriver à ces positions sans être particulièrement intelligents, et donc, quelque part, revaloriser aussi les valeurs, oui, de sagesse, de bon sens, d'humanité, de sensibilité, comme étant essentielles au fait que quelqu'un puisse exercer une position d'autorité. Et ça, merci d'avoir pris le temps de parler de ça, et on peut renvoyer d'ailleurs les gens vers aussi, les ouvrages de Paul-Antoine Martin, sur les hauts fonctionnaires qui parlent Ô de cela, combien! qui parlent voilà, vous connaissez, qui parlent justement de la toxicité de ce monde des hauts Oui. fonctionnaires qui sont des aristocrates, qui sont là au-delà des qui étaient là, pendant les mandats de François Mitterrand, de Jacques Chirac et s'ensuivent.
Et c'est très intéressant que vous évoquiez ça. On va vous laisser, mais il faut rappeler que ce que vous venez de dire là, ce ne sont que des construits sociaux. Les gens, vous le connaissez mieux que quiconque en tant qu'anthropologue, ce ne sont pas des choses naturelles. Les gens peuvent se dire ça a toujours été comme ça. C'est faux, ça n'a jamais toujours été comme ça. Ça a été comme ça quand les empires ont construit justement des façons de faire, d'organisation, de formes de management pour essayer de garder la domination Oui. sur quiconque le pouvoir s'exerce. Peut-être une dernière précision à ce Ouais. sujet, parce que là encore, c'est une contribution majeure de Maffezoli, vraiment, dont je recommande la lecture des livres, parce que c'est d'une telle sagacité. Et lui avait montré, dès les années 70, qu'une société est toujours en tension d'une puissance instituante, qui est celle du peuple, qui détient la vraie puissance. Le jour où le peuple ne joue plus le jeu, c'est fini. Et des pouvoirs institués, et que à la fin d'une époque, quand elle entre en décadence ou en dégénérescence, le propre, c'est qu'il y a un décalage entre les pouvoirs institués et la puissance instituante, et que ces pouvoirs institués se mettent à faire n'importe quoi et à vouloir capter, ils l'ont déjà, mais garder le pouvoir à tout prix, sans plus aucune limite et sans même plus faire semblant d'être au service de la collectivité. Et là, on est dans ce moment. Donc, on voit par exemple la détestation de Macron, le fait que le nouveau gouvernement ne reprend que les vieilles huiles faisandées qui ont fait tant de mal à la France, que la population est totalement sur les pattes arrière par rapport à ça. Donc, il y a ce décalage, mais qui, ça intéressera le féru d'histoire que vous êtes, est caractéristique des fins d'époque. Ces emballements se produisent et je dirais que chaque époque s'ouvre par une espèce de nouvel accord social où les pouvoirs institués sont en continuité de la puissance instituante. Et puis les fins d'époque se caractérisent par ces moments, mais franchement délirants et chaotiques et crépusculaires, avec malheureusement un potentiel de violence très élevé, donc ça va de toute manière péter d'une manière ou d'une autre, mais il faudra passer par là pour pouvoir recréer du nouveau et de l'infiniment mieux. C'est une belle conclusion et une conclusion mais temporaire parce qu'on espère pouvoir continuer cette discussion et refaire une plus longue. On voulait faire un petit format aujourd'hui et dès que vous venez en région parisienne, bon, on vous accueillera avec plaisir de nos studios si vous avez le temps. Vous avez parlé tout à l'heure d'impunité, on en reparlera puisque vous avez dit effectivement ces dirigeants peuvent faire n'importe quoi tout pendant qu'il y a cette forme d'impunité. Ils peuvent faire, Oui, on l'a vu, hein, le Conseil constitutionnel n'a jamais remis que ce soit le pass sanitaire en question ou les campagnes de vaccination. Alors que Amin Oumlil, par exemple, avait essayé de monter des dossiers juridiques pour contrecarrer ça. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que si on regarde dans le fait que l'être humain, à partir du moment où il n'a pas de limite juridique, au moment où il n'y a pas de punition, il va se sentir presque tout puissant. Merci d'avoir pris le temps, Jean-Dominique Michel. On rappelle que vous avez écrit dans le tout dernier magazine Nexus que les lecteurs peuvent retrouver, celui de janvier-février 2025. Le premier de l'année, Résister, il est beau, il y a une belle couverture, allez l'acheter. Et n'oubliez pas le livre La fabrication du désastre de Jean-Dominique Michel. Merci Jean-Dominique, à bientôt. merci beaucoup Romain, à bientôt, au revoir.